Bonjour et bienvenue dans cette rétro de l'info. En ce jeudi 28 décembre, nous allons nous arrêter sur l'un des faits sociaux majeurs de l'année, la mobilisation populaire contre la réforme des retraites, qui a duré près de 5 mois et qui s'inscrit dans un contexte global de précarisation d'une partie de la population. 12 000 personnes dans les rues du Mans, l'image rappelle celle des grandes manifestations d'avant Covid. La réforme des retraites inquiète. Pour beaucoup, la question de la pénibilité est au cœur du problème. Moi, je suis vraiment pleinement concernée parce qu'aujourd'hui, j'ai 55 ans et moi, je suis une ancienne aide-soignante et j'aurais, c'est vrai, encore pu bénéficier d'un départ. Il y a beaucoup d'anciennes aides-soignantes, reclassées, oui. Et on aurait aimé, c'est vrai, par rapport à tout ce qu'on a fait comme travail fourni, partir avec l'ancienne méthode, on va dire. Mais là, aujourd'hui, on va être jusqu'à 64 ans, 65 ans. C'est dur, hein, c'est pénible. Hein. Des camions alignés à perte de vue et des piétons qui marchent au milieu de la route. La scène est impressionnante. Dès 4 h du matin, les manifestants ont bloqué ce rond-point à l'entrée de Sablé-sur-Sarthe, un axe stratégique au pied des grosses entreprises. Le but, c'est aussi d'impacter l'économie pour que, quelque part, les responsables d'entreprise et les grands patrons interpellent le gouvernement en leur disant que, faut arrêter là. Pour la 10e fois, la réforme des retraites mobilise ses opposants. Une semaine après l'adoption de la loi, près de 7500 manifestants défilent au Mans. Et le cortège s'est largement rajeuni. C'est surtout pour mes grands-parents, pour mes parents et tout ça que je suis là parce que en fait je trouve ça injuste et c'est toujours les mêmes qui prennent quoi. Mon père il est agriculteur, jamais de la vie il pourra tenir. Mes grands-parents ils ont été obligés d'arrêter à 60 ans. Autour il y en a plein qui arrêtent. Ma mère elle bosse à l'hôpital, c'est pareil. Donc je sais pas, pour moi c'est pas possible. Gaëtan travaille en 3-8 chez Bordeaux Chenel et il n'a pas manqué une manif. Un engagement qui a un coût. C'est un engagement un peu doublé parce que c'est aussi ma compagne qui fait aussi de la grève. Donc c'est assez important. Il faut compter à peu près 90 €, on va dire 100 € brut par jour. Comme Gaëtan, Claudia a un mandat syndical et elle est aussi de toutes les manifestations. Moi, pour l'instant, ça va, j'ai pas perdu de salaire parce que je me suis retrouvée soit sur des mandats ou soit sur des jours de repos. Donc j'arrive à pallier les deux. Mais franchement, pour ceux qui bossent et qui perdent du salaire, ça représente près de 800 à 900 € par mois quand même. Je pense qu'on n'est pas dans la rue par plaisir. Il y a franchement des gens qui sont aujourd'hui dans la précarité. Même si Macron ne veut pas, nous on est là. Les associations d'aide, notamment alimentaires, tirent toutes plus que jamais la sonnette d'alarme contre la précarité. Cette année, nos caméras se sont aussi beaucoup intéressées aux initiatives solidaires et à la débrouille pour lutter contre la vie chère. C'est l'heure de la ramasse au centre de tri à Coulennes. Tous les matins, les invendus des supermarchés sont pris en charge par les bénévoles des Restos du Cœur. C'est au jour le jour. Voilà. Là, ce que j'ai ramené aujourd'hui, ça va être trié et ça va être redistribué par les petites camionnettes dans les 2-3 centres qui sont aux alentours, quoi. Une logique anti-gaspi qui ne suffit plus. Alors que les restos lanceront en novembre leur 39e campagne, le nombre de bénéficiaires bondit. Cette année, et alors que nous ne sommes qu'en septembre, l'association a déjà distribué 200 000 repas de plus que l'an dernier. La précarité augmente. Surtout les jeunes, alors qu'avant on en avait beaucoup moins, des étudiants, mais aussi des couples qui travaillent, mais qui n'arrivent pas à subvenir aux besoins de leur famille. Pour la saison qui arrive, c'est pareil, on s'attend à une hausse aussi, vu l'inflation des personnes accueillies. Et l'inflation de cette année a déjà eu des effets sur le fonctionnement de l'association. Rien qu'en énergie, le déficit s'est creusé de près de 60 000 €. Un appel aux dons est lancé au niveau départemental. La boutique recyclerie de l'association Estime est flambant neuve. Après quelques mois de travaux et plus de 500 000 € d'investissement, elle a doublé sa surface pour le plus grand plaisir des acheteurs venus en nombre chercher les bonnes affaires en cette journée portes ouvertes. Une chaîne IFI, des assiettes, des chaussures, une voiture, un bureau. Un nouveau magasin plus spacieux donc, mais aussi une toute nouvelle réserve de 150 mètres carrés qui fait la fierté du président de l'association.
J'avais 2 souhaits, celui d'acheter les bâtiments, parce que les bâtiments appartenaient à la maison des projets, et puis à la suite de l'achat, faire une construction neuve pour pouvoir déstocker ce qu'on avait un petit peu à droite à gauche, les vêtements, enfin les meubles. Donc là maintenant, on est dans nos murs. Un besoin de surface devenu nécessaire au fil du temps, car le chantier d'insertion par le travail répond à un besoin de la population des communes alentours. À côté de la recyclerie, le potager. Chaque jour, Cyril veille au grain et encadre les salariés en réinsertion. Tout commence par l'ouverture du frigo. On regarde ce qui est disponible, quels sont les légumes, les denrées disponibles et on décide de ce qu'on va préparer pour le repas. Les produits sont donnés à l'association Habitat et Humanisme par la Banque Alimentaire. Et pour les préparatifs, tout le monde met la main à la pâte. On a décidé de faire un gâteau à la carotte ce midi, une quiche au poireau. Chacun donne un peu ses idées et puis voilà, on trouve un compromis et puis on partage les tâches. Mais ce qu'on partage surtout ici, c'est le repas, pour un prix de 2 €. Les passagers de l'escale solidaire ont rendez-vous tous les lundis soirs, les mardis midi et les jeudis matins. J'aime bien discuter, j'aime bien avoir... on en apprend tous les jours en plus. Ici, tous les jeudis, c'est affluence. Et pour cause au Sablon, le marché est bon marché. Aujourd'hui, 200 commerçants sont installés sur la place centrale de ce quartier du Mans. Une concurrence qui tire les prix vers le bas. Goûtez ça aussi. Et vous me dites là, hein, on est les plus vieux sur le marché. Qu'est-ce que vous vendez? Tous les fruits et légumes. Notre spécialité fruits et légumes. Est-ce que c'est vraiment pas cher ici? Vous allez me dire oui, bien sûr. Oui, on est les moins chers et on a la qualité. Je joue sur 2 choses, qualité et prix. Et pourquoi les prix sont pas chers ici sur le marché des Sablons? Parce qu'on pense à la clientèle de Sablon. Les clients de Sablon, ils n'ont pas assez, donc on fait pour que tout le monde y mange. Comment ces réalités socio-économiques, mais aussi démographiques, géographiques, influencent-elles le vote des Sarthois? Élément de réponse avec 2 études qui s'intéressent de très près à notre territoire, et ce, afin de nous permettre de prendre un peu de hauteur sur le sujet. Nous laisserons le dernier mot à Jérôme Fourquet, Sarthois, directeur du département Opinion à l'Institut de sondage IFOP. 566 993, c'est le nombre d'habitants en Sarthe d'après le dernier recensement de l'INSEE. Entre 2014 et 2020, le département a perdu 1767 habitants, une première depuis l'après-guerre, signe que la population stagne, une légère baisse qui s'opère majoritairement en milieu rural. Il y a des dynamiques assez contrastées au sein du département et c'est ce qui explique cette image d'équilibre. En réalité, il y a un cœur métropolitain autour de l'agglomération du Mans qui attire de la population et qui voit plutôt des gains d'habitants chaque année. Et les pourtours du département, les territoires les plus ruraux, les plus isolés, qui eux commencent à rentrer dans une décroissance démographique. Le Mans et sa métropole ont en effet gagné 575 habitants par an en moyenne. La ville du Mans compte aujourd'hui un peu plus de 145 000 habitants, un rayonnement qui bénéficie aux communes alentours. On peut prendre les exemples de Coulennes, d'Arnage, de Mulsanne, qui vont avoir des augmentations assez fortes, presque 1% par an, pour des questions d'aménité résidentielle, de qualité de vie, d'offre de logement. Et donc il faut à la fois ce cœur urbain qui crée de l'emploi, et puis une couronne périurbaine qui va offrir un cadre de vie assez attractif pour des jeunes ménages et des familles. En comparaison avec nos voisins, la Sarthe reste l'un des départements les moins peuplés. Dans la région, c'est plutôt la Loire-Atlantique qui fait office de moteur démographique. Reste à prendre en compte l'effet Covid qui se verra au prochain recensement. La proximité de la Sarthe avec la région parisienne lui a peut-être permis de gagner quelques habitants. C'est pour moi aussi. Ah bah très bien. Oui. Votre prénom? Annette, 2M. Sa France d'après, c'est finalement la France d'aujourd'hui. Le politologue sarthois Jérôme Fourquet présente son dernier ouvrage devant une centaine de personnes à la librairie Doucet, au Mans. Dans ses travaux, il dresse un état des lieux des choix électoraux dans la France contemporaine. Et dans un premier chapitre consacré à la Sarthe, il met en lumière la disparition des fiefs électoraux. Et les communes de l'ouest du canton des comme moi. J'essaie d'inscrire mon livre et mes travaux dans
la mémoire et l'héritage de ce qu'un grand chercheur avait réalisé au début du XXe siècle, qui s'appelait André Siegfried, qui avait écrit un livre magistral qui s'appelle « Tableau politique de la France de l'Ouest », et qui s'était intéressé notamment au canton d'Écomois, au Bellinois. En fait, on constatait ainsi qu'on avait 2 siècles quasiment de permanence des comportements électoraux sur ce territoire-là. Et ce qu'on nous on constate aujourd'hui, c'est que ce qu'on aurait pu appeler la ligne Siegfried a été complètement effacée, même dans ces communes rurales. Le poids de l'agriculture a considérablement régressé. Et aujourd'hui, ce qui compte dans un territoire comme celui-ci, c'est la distance à la grande ville la plus proche. Et donc là, Le Mans, en l'occurrence, le fait d'être desservi ou non par des axes routiers assez rapides. Et tout ça se ressent sur le prix du mètre carré. Donc autant du temps que Siegfried, c'était le prix des terres agricoles qui pouvait nous donner une indication sur les comportements électoraux des habitants des zones en question, autant aujourd'hui c'est le prix au mètre carré, mais des logements indexés sur la périurbanisation, la France des lotissements et cet univers aussi qui est beaucoup structuré par le règne de l'automobile. On a un vote Le Pen qui prend de la consistance, et donc si on voulait pasticher Siegfried, on dirait que la résidence secondaire produit du vote Macron et le lotissement du vote Le Pen. Et donc on est passé du calcaire et du granit à lotissement versus résidence secondaire. Une frontière droite-gauche, pour schématiser, qui s'est déplacée. On avait en gros, pour faire simple, une opposition est-ouest avec l'ouest du département qui votait plutôt à droite et l'est du département, notamment le sud-est du département, qui votait plutôt à gauche. Et donc à cette frontière géographique, cette organisation est-ouest, s'est superposée aujourd'hui une nouvelle opposition de nature centre-périphérie avec une agglomération Le Mans et ses couronnes premières qui votent plutôt pour Emmanuel Macron au 2e tour. Et puis plus on s'éloigne de ce centre manceau, plus le vote RN gagne en puissance, en intensité. Au niveau local, les mandats de maire, de conseillers départementaux sont encore détenus par les représentants des vieux appareils politiques, alors que quand on fait la même carte, mais sur des élections nationales, typiquement les présidentielles et sans doute demain les élections européennes, ce sont d'autres forces politiques qui dominent. Et donc ça, cette cohabitation de deux grilles de lecture est assez manifeste des périodes de bascule où l'ancien monde est en train de disparaître et puis le nouveau de s'imposer.